sommes à notre deuxième grande conférence, troisième grande conférence, et le mois prochain, nous en aurons une avec des éminents professeurs venus d'ailleurs. Je laisserai le soin à notre collègue, le professeur Matata, d'annoncer ces conférences. Et au mois de juin, nous allons organiser un colloque co-organisé avec l'UCC, l'Université catholique du Congo, une grande conférence sur les développements du pays. Conférence bilan assortie des recommandations. Mais aussi du 10 au 13, l'AUF, l'Association des universités francophones, organise dans notre université, pour tous les pays d'Afrique francophone, une conférence sur l'université et la société que lien. Vous dire que nous sommes honorés par votre présence, mais aussi vous dire que l'UPC est à votre service à tout moment, quand vous le voulez, pour apprendre pour notre développement. Donc soyez les bienvenus dans notre université, dans votre université, et que donc Dieu nous bénisse. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je réitère mon message de tout à l'heure en rapport avec les téléphones, en mode vibreur s'il vous plaît. Puisque la conférence va commencer, nous passons sans plus tarder la parole au professeur Matata pour son mot de bienvenue également. Bien. Bonjour tout le monde. Monsieur le secrétaire général académique, représentant directeur en déplacement, chers professeurs, chers camarades étudiantes, une fois encore bonjour. Nous avons donc une conférence, comme le secrétaire général académique l'a dit, qui va être animée par le professeur Vincent Ngonga, un brillant économiste, et la conférence va porter sur la relation entre l'ajustement et la croissance en profondeur. Est-ce que l'ajustement est-il un piège? Le professeur a une grande expérience et je me ferai le devoir de dérouler ici son CV très nourri. Le professeur Ngonga est un ancien de la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Il est titulaire d'une thèse de doctorat en sciences économiques et sa thèse a porté sur le lissage du cycle économique et politique monétaire en longue période, les cas de la RDC depuis 1960 jusqu'en 2013. Thèse de doctorat défendue à l'université de Kinshasa en ma présence et reçue avec mention grande distinction. Le professeur commence sa carrière à la Banque centrale en 1988. En fait, nous avons commencé ensemble avec lui dans la douzaine d'économistes recrutés par la Banque centrale en 1988. Et il est resté à la liste jusqu'en 1995, avant de rejoindre les cabinets du président Laurent Désiré Kabila, où il est resté jusqu'en 1999. Il retourne à la Banque centrale, où il restait jusqu'en 2012, et là, il a assumé des fonctions très importantes, notamment celle des directeurs du département des études de la Banque centrale. Pour votre information, la direction des études de la Banque centrale, c'est une direction prestigieuse parce qu'en fait, c'est elle qui est au cœur de la politique économique et même de la politique monétaire pour être beaucoup plus précis. Vous savez, la Banque centrale, c'est les conseillers économiques et financiers du gouvernement. Et quand on parle du conseil économique et financier du gouvernement, c'est essentiellement la Banque centrale dont il a eu le privilège d'en assumer la direction pendant plusieurs années. Le professeur Ngonga, après avoir dirigé la direction des études, il a eu aussi le privilège de diriger l'hôtel de monnaie. Bon, ça c'est une imprimerie
mais on a quand même bénéficié de son expertise pendant quelques années, de 2010 à 2012, avant de devenir, effectivement, en mai 2012, le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre chargé des questions économiques et financières. Et à ce titre-là, laissez-moi vous dire, parce que j'étais Premier ministre, la primature a suffisamment bénéficié de son expertise, de ses conseils, et il est aussi ceux qui sont parmi les artisans à l'ombre de la stabilité macroéconomique réalisée au cours de cette période. Maintenant, après avoir transité par le ministère du Plan, où il a coordonné une structure en rapport avec les ODD, il se retrouve comme la pièce centrale du ministère des Finances aujourd'hui. Il est donc directeur du cabinet du ministre des Finances de la République démocratique du Congo. Voilà donc, en bref, le résumé de cet homme brillant qui a accepté la responsabilité de nous entretenir sur un sujet important, la relation entre l'ajustement et la croissance à profondeur. Comme le secrétaire général académique l'a dit, cette conférence rentre dans la série de conférences organisées par Congo Challenge, qui est un think tank dans le domaine économique, et l'Université protestante du Congo. Nous aurons des conférences qui vont suivre. Il y a le professeur Chico Eboué qui est aussi un brillant économiste, qui va organiser notre conférence au cours du mois de mars. Et le professeur Raouf, un autre brillant économiste qui vient, Chico Eboué vient de la France, Raouf vient de la Belgique. Et au mois d'avril, nous avons donc la conférence avec le professeur Raouf. Au mois de juin, le secrétaire académique l'a dit, nous aurons des brillants économistes dont le professeur John Robinson, qui sont ici avec ses collègues pour nous permettre de participer à l'évaluation scientifique du bilan économique et social des 60 ans de la RDC depuis l'indépendance. Voilà, chers camarades étudiants, l'université, ce n'est pas seulement les enseignements, je le dis toujours aux étudiants. L'université, c'est aussi la recherche et la réflexion et les débats. Voilà pourquoi l'université protestante insiste sur cette deuxième dimension de l'université, la recherche, le débat, la réflexion. Et aujourd'hui, c'est une autre science qui va vous permettre de savoir les ajustements, les domaines du Fonds monétaire international dont le programme est en cours. Quel est l'impact de cet ajustement sur la croissance? Et c'est une croissance superficielle ou c'est une croissance en profondeur? Si elle est en profondeur, quel est l'essence d'une croissance en profondeur? Voilà, monsieur le professeur, cher Vincent, nous vous avons bien introduit. Je sais que vous êtes connu dans ce milieu où vous enseignez aussi efficacement les cours, mais la parole est en vous. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur Matata, Premier ministre honoraire, pour la présentation que vous venez de faire. Monsieur le secrétaire général académique, mesdames et messieurs, le thème de cette conférence porte sur les pièges de l'ajustement sans croissance en profondeur. J'évoquerai le cas de la RDC, mais aussi le cas de l'Afrique subsaharienne, puisque nous sommes pratiquement dans les mêmes lots. Alors, la conférence sera projetée. Bien. Normalement, je vais projeter pour un bon suivi, mais je vais évoluer lentement pour permettre aux uns et aux autres de saisir la quintessence du message. D'abord, commençons par la définition des deux termes clés de ces thèmes. D'abord, l'ajustement et après la croissance en profondeur.
Je regrette que ça ne soit pas projeté alors que tout était, disons, apprêté pour cela. D'abord, c'est quoi l'ajustement? L'ajustement s'entend comme une action délibérée et coordonnée. Délibérée et coordonnée des décideurs politiques. L'ajustement vise à créer des conditions de stabilisation macroéconomique durable. Dans la stabilisation macroéconomique, il y a 3 éléments essentiels. Il y a d'abord la stabilité du niveau général des prix, autrement appelée stabilité monétaire. Après, il y a la stabilité financière, c'est le deuxième élément. Situation où les risques de faillite généralisée du système financier est minimisé, c'est ça la stabilité financière. Et enfin, le troisième élément, c'est la viabilité de la balance de paiement. Une balance de paiement est viable lorsque les déficits sur son compte courant, parce que la balance de paiement a 2 grandes parties, il y a la balance courante et la balance des opérations en capital. Lorsque le déficit sur les comptes courants est compensé sur une longue période par les entrées au niveau de la balance en capital, on dit que la balance de paiement est viable. Donc voilà les 3 éléments constitutifs de la stabilisation macroéconomique. Stabilité du niveau général des prix, donc situation où l'inflation est sous contrôle. Stabilité financière, situation où les risques de faillites généralisées du système bancaire et financier est évité. Et enfin, viabilité de la balance de paiement, situation où le déficit sur les comptes courants est compensé par des entrées durables au niveau des opérations en capital. Voilà. Mais la stabilisation macroéconomique, c'est le produit de l'ajustement. On dit qu'un ajustement est réussi lorsqu'il permet une stabilisation macroéconomique durable sous les 3 volets que je viens d'évoquer. Voilà donc pour l'ajustement. Quid de la croissance en profondeur? La croissance en profondeur est une situation caractérisée par des progrès, d'abord en matière de diversification économique, première élément. Deuxième, de compétitivité des exportations. Troisième, de productivité manufacturière et agricole. Quatrième, d'appropriation de la technologie. Et enfin, d'amélioration du bien-être. Donc pour qu'il y ait croissance en profondeur, il faudrait qu'il y ait un début de diversification économique. Il faudrait qu'il y ait une compétitivité des exportations. Il faudrait qu'il y ait une productivité manufacturière et agricole, une appropriation de la technologie et enfin une amélioration du bien-être. Nous allons revenir toujours sur cette définition pour permettre à tout le monde de comprendre tout justement la quintessence de cette communication. Le premier lien entre l'ajustement et la croissance en profondeur, c'est que l'ajustement favorise, je ne dis pas détermine, mais favorise l'avènement de la croissance en profondeur. Donc c'est un peu comme Jean qui a annoncé la venue du Seigneur. Donc l'ajustement prépare la voie à la croissance en profondeur. Alors, qu'en est-il de la RDC et de l'Afrique subsaharienne par rapport à ces binômes ajustement et puis croissance en profondeur? Nous devons d'abord relever que dans le cas de la RDC et de l'Afrique subsaharienne, que depuis 2002, l'ajustement est globalement réussi. Vous savez que depuis 2002, la plupart des pays africains sont entrés dans ce qu'on appelle le processus PPTE, donc pays pauvres et très endettés. C'est un processus qui renferme entre autres un programme d'ajustement avec le Fonds monétaire et d'autres déclencheurs
qui ont amené la plupart de nos pays au point d'achèvement de l'initiative PPTF. La RDC a atteint ce point d'achèvement en juin 2010. Et la plupart des pays africains aussi ont suivi ce processus. Donc, depuis 2002 à ce jour, globalement, vous remarquerez pour l'Afrique que l'inflation est sous contrôle. Alors là, j'aimerais, à part les étudiants d'économie monétaire, un peu préciser quand est-ce qu'on dit que l'inflation est sous contrôle. Parce que dans les processus d'inflation, il y a au moins 4 phases. L'inflation est sous contrôle lorsqu'il s'agit soit d'une inflation courte et cumulative, donc environ moins de 3% l'an d'augmentation du niveau général des prix, ou alors lorsque l'inflation est modérée. Aujourd'hui, les spécialistes avisés s'accordent sur le fait que la hausse du niveau général des prix pour qu'il y ait inflation modérée doit être de moins de 10% l'an. Donc, sous ces deux premières séquences, inflation lente et courte ou inflation modérée, on peut assimiler cette évolution de l'inflation à la stabilité du niveau général des prix. On peut. Pourquoi? Parce qu'il faudrait, quand vous commencez à enregistrer une inflation de moins de 3%, donc une augmentation du niveau général des prix de moins de 3% l'an, il faudrait que sur la durée, qu'il n'ait pas une volatilité. Donc cela vous dit quoi? Vous êtes 2% la première année, deuxième année vous êtes à moins 2%, et après la troisième année vous êtes à 1%, là l'inflation devient volatile. Même si l'inflation est encore lente et courte, mais du fait de la volatilité, on ne peut pas l'assimiler à la stabilité du niveau général. Donc ça c'est un élément très important. Vous pouvez avoir une inflation courte et lente, mais si il y a une forte nervosité dans l'évolution du niveau général des prix, on ne peut pas dire qu'il y a stabilité du niveau général des prix. Donc l'élément volatilité doit être contrôlé, doit être maîtrisé pour qu'on parle de stabilité du niveau général des prix. Voilà. Il y a deux autres séquences, ça c'est pour votre connaissance générale, c'est ce qu'on appelle l'inflation ouverte ou l'inflation déclarée. Ça c'est le troisième stade de l'inflation. Là, l'une des caractéristiques, c'est la fuite des vents de la monnaie nationale. Et à partir de là, on peut dire que l'inflation ne peut plus être assimilée à la stabilité du niveau général. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'inflation galopante ou l'hyperinflation, que notre pays a connu entre 90 jusqu'à 2000. Bien, Kagan définit cela comme une augmentation du niveau général des prix d'environ 50% par année successive. Bien, voilà. Donc, vous retenez tout simplement, il y a stabilité du niveau général des prix lorsque on a affaire à une inflation qui est courte ou lente, ou alors à une inflation modérée, mais pour autant que la volatilité des prix soit maîtrisée. Voilà. Bien. Donc là, j'ai parlé de l'inflation ou de la stabilité du niveau général des prix, qui est d'ailleurs la fille aînée de la stabilisation macroéconomique. Bien. Et le deuxième élément, c'est la stabilité financière. Ça, c'est un concept qui est plus ou moins récent, parce qu'à l'époque, on croyait que la stabilité financière était liée à la stabilité du niveau général des prix. Mais depuis 2009, avec la crise des subprimes, on s'est rendu compte qu'il peut y avoir stabilité du niveau général des prix et instabilité financière. Et vice-versa, il peut y avoir stabilité financière, mais sur fond d'instabilité du niveau général des prix. Donc, aujourd'hui, il est requis aussi pour qu'il y ait une stabilisation macroéconomique, il y ait une stabilité financière. Et enfin, il y a la viabilité de la banque de paiement, je l'ai déjà dit. Alors, puis de la RDC, par rapport à ces trois éléments, depuis 2002,
effectivement, on se rend compte qu'il y a globalement une maîtrise du niveau général des prix. Parce qu'en moyenne, quand vous prenez la période, donc 18 ans, 2002, à nos jours, l'inflation en moyenne annuelle est d'environ 15%. Donc déjà, c'est quand même un indicateur, même s'il y a eu certains pics en 2009, avec 53% d'augmentation du niveau général des prix. On a eu aussi un pic en 2017 avec 55%. Mais globalement, lorsque vous enlevez ces points aberrants, donc 2009, 2017, et puis un peu 2016 où c'était 23%, vous remarquez que globalement, l'inflation est en dessous de 10% en RDC. En ce qui concerne la stabilité financière, exception faite des 2 années, 2009 et 2015, où il y a eu effondrement des banques systémiques, je ne cite pas ces banques-là, c'est en 2009, une grande banque s'est écroulée ici, depuis en 2015, et cet effondrement de ces banques systémiques allait faire entrer l'économie congolaise dans la situation d'instabilité financière. Heureusement que finalement les choses sont revenues dans l'ordre. Donc, exception faite de ces 2 années, globalement, on peut dire que les systèmes bancaires et financiers congolais stables. Et enfin, la viabilité des comptes extérieurs. Vous remarquez que pendant cette période, 2002 à 2019, globalement, les déficits sur les comptes courants est compensé par les entrées au niveau du compte capital. Et il y a eu même des années, 2013, 2015, où les déficits du compte courant étaient plus que compensés par les entrées au niveau des opérations en capital. Donc, globalement, aujourd'hui, on peut dire que l'ajustement est réussi en RDC. Et cet ajustement s'est accompagné d'une croissance continue de l'activité. J'ai dit d'une croissance, je ne parle pas encore de croissance en profondeur. Donc pendant 18 ans, depuis 2002, l'économie congolaise n'est plus entrée en récession. La dernière année où cette économie est entrée en récession, donc recul généralisé de la production, c'était en 2001. Depuis lors, l'économie est en expansion et l'expansion se mesure à travers l'augmentation de la production. Donc, l'ajustement s'est accompagné d'une croissance continue. C'est une bonne chose. Mais maintenant, la question fondamentale, la stabilisation, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Même la croissance, ce n'est qu'un moyen. La fin en soi en économie, c'est le développement, et le développement est fonction étroite de la croissance en profondeur. Cette caractéristique est aussi répliquée au niveau des économies africaines. Vous remarquerez que dans la plupart des cas, en Afrique, l'inflation est maintenant sous contrôle. Parce que depuis 2002 jusqu'à ce jour, en moyenne, l'inflation est de 6,1 en Afrique, contre 15% avant 2002. La croissance aussi était au rendez-vous. Maintenant, la question, pourquoi cet ajustement qui a favorisé la croissance continue, pourquoi cela n'aboutit pas à la croissance en profondeur? La croissance en profondeur est celle qui s'accompagne d'une transformation économique. Et la transformation économique peut être attestée à travers 6 éléments. Il y a le début de la diversification économique. Donc l'économie ne repose pas sur seulement une gamme limitée de produits au niveau de l'exploitation, au niveau de la production de l'exploitation, mais sur une gamme diversifiée de l'économie.
Et l'économie repose entre autres sur la productivité du secteur manufacturier. Donc il y a une diversification économique, il y a la compétitivité des exportations, il y a la productivité du secteur manufacturier et agricole, mais il y a aussi l'amélioration du bien-être. Voilà ce qu'on appelle croissance en profondeur. Mais maintenant la question, si nous avons connu 18 ans successifs de croissance de l'activité, mais pourquoi diantre la croissance en profondeur n'est toujours pas au rendez-vous? Nous allons d'abord relever qu'il y a un rapport intéressant d'African Center for Economic Transformation qui indiquait clairement qu'aujourd'hui, la stabilisation macroéconomique n'est plus un problème pour l'essentiel des pays africains. La stabilisation macroéconomique n'est plus un problème. Les problèmes présents aujourd'hui, c'est la croissance en profondeur. Bien. Mais alors, comment peut-on s'assurer que la croissance de l'activité peut être porteuse de la croissance en profondeur? C'est là où je regrette qu'il n'y a pas de projection. Je vais parler des onomatopées de la croissance. Parce que lorsqu'il y a régularité des onomatopées, on peut dire que la croissance tend vers la croissance en profondeur. Je vais d'abord, je relève 4 types d'onomatopées. Les onomatopées, ce sont des interjections, ceux qui ont fait la section littéraire, ou des exclamations qui s'accompagnent d'une croissance. Il y a au moins 4 types d'onomatopées d'interjections. La première, c'est lorsque la croissance de l'activité sur l'année varie entre 5 à 9% ou plus. Et là, souvent, quand une économie atteint de telles crêtes de croissance, l'exclamation, c'est quoi? Oh, la croissance. On dit, oh, la croissance de la RDC. Ça, c'est la première onomatopée. Donc, entre 5 à 9% ou plus. Et là, nous nous situons dans la zone des meilleures onomatopées. Je vais essayer de présenter peut-être les statistiques de croissance entre 2012 et 2018. Comme cela, on pourrait suivre. Ça aurait été plus didactique s'il y avait cette projection. La deuxième onomatopée, c'est lorsque la croissance varie entre 4,5% l'an et 5%. Là, l'onomatopée, l'interjection, c'est quoi? C'est la croissance. Alors, comment on arrive à distinguer les onomatopées? D'abord, on sait qu'en moyenne, pour l'Afrique subsaharienne, la croissance démographique, en moyenne, l'an. Donc, lorsque vous avez une croissance de l'activité, donc des productions qui est supérieure à la croissance démographique, vous êtes soit dans la case des meilleures onomatopées, donc 5 à 9%, ou des bonnes onomatopées entre 4 à 4,5% l'an. Alors, les 2 derniers cas d'onomatopée, il y a d'abord les cas d'onomatopée préoccupantes. C'est lorsque la croissance de l'activité est inférieure à la croissance démographique. Donc là, vous situez environ entre 2 à 3% l'an de croissance. Mais lorsque vous êtes en deçà de 2% l'an, là vous êtes dans la zone des mauvaises onomatopées. Dans la zone de ce qu'on appelle les onomatopées préoccupantes,
là l'exclamation c'est la croissance. La croissance est en train de dégringoler. Et enfin, il y a la zone de mauvaises onomatopées. Vous remarquerez pour l'essentiel, depuis 2002, la croissance africaine se situe soit dans la zone des meilleures ou des bonnes onomatopées. Mais maintenant, il y a une autre constatation, c'est que les onomatopées changent très vite. Très vite. Vous passez d'une meilleure onomatopée à une bonne onomatopée. Et lorsqu'il y a des changements d'onomatopée, on dit que la croissance est instable. Et une croissance instable, souvent, n'aboutit pas à la croissance en profondeur. Parce que lorsque la croissance est instable, la prévisibilité aussi pose problème et cela instaure un climat de doute dans les chefs des investisseurs. Donc, vous remarquez que dans la plupart des cas, pour l'Afrique, il y a une instabilité d'onomatopée depuis 2002. Et cette instabilité d'onomatopée explique en grande partie le fait que les passages de la croissance à la croissance en profondeur posent problème. Mais quels sont maintenant les facteurs qui peuvent expliquer ce blocage de la croissance en profondeur? Et est-ce qu'il s'agit de la qualité de l'ajustement? Parce qu'il y a des auteurs aujourd'hui qui se disent, même si globalement l'ajustement a été réussi en Afrique subsaharienne, mais il y a lieu de s'interroger sur la qualité de cet ajustement. Mais d'autres sont d'avis que non, l'ajustement ne pose plus de problème. Les problèmes se situent au niveau du management même de la croissance. Commençons d'abord par la qualité de l'ajustement. Il y a un constat dans la plupart des pays africains, dans la plupart, quand vous examinez les ratios investissement public sur recettes fiscales, dans le cadre de la convergence économique qui conduira à la création d'une monnaie unique d'ici à 2021, vous remarquez que la plupart des pays africains n'arrivent pas à atteindre ces ratios dépenses d'investissement public sur recettes fiscales qui va être au moins de 25%. La plupart, sinon pas tous les pays africains, sont en dessous de ces ratios. Or, comme vous le savez, ça vraiment c'est élémentaire, même ceux qui sont en carrière le savent, l'investissement public joue un rôle déterminant dans la préparation de la croissance. En ce que cet investissement permet de construire ce qu'on appelle une base d'infrastructure qui va soutenir la croissance. Donc on peut déjà relever qu'il y a un problème même dans la qualité de l'ajustement, surtout de l'ajustement budgétaire, où les dépenses d'investissement public sont considérées comme des variables d'ajustement dans la plupart des pays africains. Lorsqu'il faudrait assainir les finances publiques, on commence toujours par réduire les investissements publics. Donc les investissements sont évincés par les autres dépenses. Donc ça déjà c'est un élément qui indiquerait qu'il y a un problème au niveau de la qualité de l'ajustement, qui aussi se répercute sur l'avènement de la croissance en profondeur. Puisque pour qu'il y ait une croissance en profondeur, il faut une base suffisante d'infrastructures. Entre autres, l'approvisionnement en électricité, qui est capital pour booster la croissance, booster surtout la productivité manufacturière, qui est aujourd'hui les parents pauvres, pratiquement, dans la plupart des pays africains.
S'agissant de la RDC, on peut les remarquer entre 2002 et 2019, la croissance a été contenue, mais lorsque vous prenez les ratios production manufacturière sur PIB, vous remarquerez que ces ratios, alors qu'il y a croissance continue, ces ratios évoluent à la baisse. C'est ce qui montre que la productivité manufacturière est faible. Donc, déjà, il y a un indicateur, un indice qui montre que tant pour l'ajustement, ça je vais monter à partir des ratios dépenses d'investissement sur recettes fiscales, mais que pour le management de la croissance, on arrive maintenant au management de la croissance. Dans la plupart des pays africains, surtout riches en ressources naturelles, plusieurs incidents ont été mis en place pour promouvoir la production en ressources naturelles. Il y a les codes qui existent, il y a les codes d'investissement, il y a les codes miniers, il y a les codes forestiers. La plupart de ces incidents s'adressent surtout à la production en ressources naturelles. Mais quid d'incidents pour la production manufacturière? Pour la RDC, vous remarquerez qu'il y a très peu, sinon il n'y a pas d'incidents en matière de production manufacturière. Bien sûr, l'un des premiers incidents, c'est d'abord les infrastructures. Deuxième incident, donc l'infrastructure, surtout l'approvisionnement à l'électricité, je l'ai dit. Donc, il y a tant un problème au niveau de la qualité de l'ajustement qu'il y a un problème au niveau du management de la croissance. Manager la croissance veut dire quoi? Oui, la production augmente d'année en année. Mais que faites-vous de cette augmentation de la production? Comment capitalisez-vous cette augmentation de la production? Donc, on en arrive à une conclusion simple, c'est que la croissance en profondeur se trouve dans une sorte de trappe en raison de deux éléments essentiels. D'abord, la faible allocation des ressources vers l'investissement public, ça c'est au plan de l'ajustement. Mais de deux, le faible management de la croissance au regard de l'absence d'incitants importants par rapport à la production manufacturière et par rapport même à la maîtrise de la technologie. Nous avions des programmes d'incubation en RDC, mais ce programme juste-là n'a toujours pas été effectivement mis en place. Bien. Donc, si ces pesanteurs persistent, 18 ans après, on remarque que la croissance en profondeur est encore en berne. Les conséquences, c'est quoi? C'est ce que j'appelle des pièges sans fin. C'est que lorsqu'il y a ajustement suivi d'une croissance, mais sans croissance en profondeur, le climat de lassitude va finalement commencer à s'installer. Et la lassitude, c'est l'ennemi numéro 1 du développement. La lassitude plonge les pays dans ce qu'on appelle l'accommodation. C'est comme quelqu'un qui se contente de ses rhumatismes. Il dit non, mes rhumatismes c'est éternel, je suis habitué, il n'y a plus de problème. Donc, les pays, la plupart des pays africains sont aujourd'hui un peu menacés par ce climat de lassitude qui fait que finalement, il y a un éternel retour de l'ajustement sans croissance en profondeur. Et cette lassitude se remarque surtout au sein de la population jeune où les taux de chômage sont très élevés. Or, sans investissement public majeur, la résolution du chômage des jeunes sera très difficile. Sans productivité
du secteur manufacturier qui crée des valeurs ajoutées, qui crée de nouvelles utilités, ce problème-là aussi sera toujours entier. Donc la solution est à notre portée. Il faudrait redéployer au niveau de l'ajustement les ressources fiscales au niveau des investissements publics, au niveau du management de la croissance. Il faudrait de plus en plus créer des incitants pour le secteur manufacturier, pour la transformation, afin finalement de voir clore progressivement ce qu'on appelle la croissance en profondeur. Donc voilà les messages véhiculés par cette communication. Sans croissance en profondeur, il n'y a pas de développement. On ira de croissance en croissance, mais de croissance non porteuse, des transformations économiques de fond, des transformations qui mettent en mouvement la société et l'économie. Bien, ainsi dit, je suis maintenant à votre disposition pour l'échange, je dirais les débats, pour des questions et des précisions. Une fois de plus, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cet exposé. Le professeur Matata Tapo aura sûrement un mot, peut-être une conclusion, avant de passer à la série de questions-réponses. Merci, professeur, cher Vincent, sur la qualité de l'exposé. En conclusion, le professeur estime que la RDC est dans un piège d'ajustement. Et je pense que cette conclusion soulève certainement un nombre de questions que vous allez lui poser, parce que c'est quand même un spécialiste des questions économiques. La RDC est dans un piège d'ajustement. Parce que, justement, cet ajustement ne bénéficie pas d'un management de qualité. Il a utilisé le terme management. Et quand il définissait un ajustement de qualité, il faut que cet ajustement garantisse une stabilité des prix intérieurs, une stabilité financière et une viabilité de la balance des paiements. Quoi qu'il ait dit, que l'ensemble des pays africains, notamment la RDC, ait franchi cette étape de stabilité nominale, il en demeure que cette stabilité et cet ajustement ne produisent pas une croissance en profondeur. Qu'est-ce que c'est une croissance en profondeur? Il a bien dit. C'est une croissance transformatrice. C'est une croissance qui remodèle la structure économique d'un pays. Non pas une structure fondée sur l'exportation des matières premières, mais une croissance qui élève la part de l'économie productive, de l'industrie. Comme je vous le disais, Justin Lin dit aucun pays ne peut se développer sans industrialisation. C'est celle qui crée une valeur ajoutée beaucoup plus significative à mesure de favoriser le bien-être de la population, qui est l'objectif ultime, et il a dit le bien-être de la population. Donc, nous sommes dans le piège de l'ajustement sans fin. Il a dit, c'est un ajustement, comme on le dirait certains, c'est toujours le rond-point. Nous avons au rond-point. Ce qu'il n'a pas dit,
mais j'ai essayé de le dire autrement. Alors, quels sont les remèdes qu'il suggère? Il dit il faut qu'il y ait un ajustement de qualité. Peut-être il nous le dira, parce qu'il est directeur du cabinet du ministre des Finances. Un ministère clé dans le processus d'ajustement des qualités, dans le processus d'appui à une croissance à profondeur. Je pense que cet exposé d'aujourd'hui va certainement permettre de savoir aussi, est-ce que, monsieur le professeur, le programme que la RDC a conclu avec le Fonds monétaire, parce qu'il s'agit aussi d'un ajustement, est-ce que c'est un ajustement de qualité ou c'est toujours ce type d'ajustement qui nous amène au rond-point? Je ne fais que soulever des questions ou des idées qui seront certainement adressées à l'actuel intervenant, parce que mon rôle, c'est justement de résumer et de soulever le point le plus important. Encore une fois, professeur, merci pour cet exposé brillant. Cher professeur, monsieur le secrétaire académique, il semble que le moment est venu où le débat doit s'ouvrir. Merci. Merci beaucoup, professeur Matata Pogno, pour ce résumé. Place à la série de questions. Nous allons prendre 5 questions venant des étudiants, des professeurs, des chercheurs. Le micro va circuler, il y a 2 protocoles. Voilà. On va commencer par vous présenter, vous poser votre question. Une question brève à la limite. Si c'est une réflexion ou un apport, vous pouvez le faire, mais une question brève pour vous présenter et puis vous poser votre question. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais à mon tour remercier également l'intervenant de cet avant-midi, monsieur le professeur Vincent Bonga, pour sa brillante présentation, ainsi que pour les réflexions qu'il nous a communiquées. Alors j'ai noté dans sa conclusion que la croissance qu'on a laissée plus généralement en Afrique se trouverait dans une sorte de trappe à cause notamment, le professeur Matata a également rappelé, d'un ajustement de faible qualité, mais également d'un problème de management de la croissance. Alors ma question c'est par rapport à la mobilisation de ressources, parce que concilier une croissance en profondeur et un ajustement de qualité qui sous-entend une stabilité du niveau général de prix, une stabilité financière, ainsi de suite, cela suppose un financement sain du développement, un financement sain de la croissance. Ça veut dire qu'il ne faut pas monétiser le financement du développement. Alors, est-ce que dans ces conditions, la voie de sortie, ce n'est pas la mobilisation de ressources? Et en même temps, est-ce que cela ne constitue pas, pour les cas de la RDC, un autre piège à cette croissance en profondeur? Parce que comme vous le savez, en tout cas, l'épisode récent de croissance enregistrant en RDC depuis 2011-2012 ne s'est pas toujours accompagné d'une mobilisation plus importante de recettes. On a assisté à un non-alignement de la mobilisation de recettes au profit de la croissance. La croissance augmentait année après année. Fiscale, donc les ressources rapportées au PIB n'augmentaient pas. Si bien qu'en 2017, on a même observé une baisse de recettes, en tout cas en termes réels. En 2017, les recettes en dollars américains ont été presque divisées par 2, comparativement à 2016. Il y avait une augmentation en termes nominaux, mais pas en termes réels, alors qu'il y a eu croissance cette année-là. Est-ce que, d'ailleurs, à ces propos, l'intervenant de la conférence précédente, organisée par l'UPC Congo Challenge, appelait la RDC, plus généralement les pays africains, à sortir de leur paresse fiscale? Est-ce que ça ne vous semble pas être un autre piège à cette croissance en profondeur, puisqu'il faut financer le développement, mais sans compromettre la stabilisation macroéconomique de manière générale? Merci.
Non, s'il vous plaît. Quelqu'un de ce côté? Oui, merci pour la parole. Je suis étudiant en L2 économie mathématique. Je me nomme Panyagambode Joseph. Merci. D'accord. Nous sommes ici, n'est-ce pas, pour ne pas seulement discuter de problèmes, mais pour chercher aussi des pistes, des solutions pragmatiques aux problèmes pour libérer notre économie. Alors, vous avez évoqué les 5 clés pour réussir une croissance en profondeur. Alors, tels que les centres africains pour la transformation économique les avaient déjà élaborés sur base d'un indicateur appelé African Transformation Index. C'est un indicateur qui a été mis en place pour pouvoir mesurer les impacts de la transformation économique telle que vous l'avez évoqué. Vous avez évoqué les 5 critères. Alors, ma question s'est située au niveau de la compétitivité des exportations, mais aussi au niveau de l'usage technologique. Aujourd'hui, de nombreuses études qui ont été menées ont par exemple prouvé une relation d'essence inverse ou une relation négative entre par exemple les taux d'ouverture d'une économie et la croissance économique. Alors pour le cas de la RDC, on peut comprendre par exemple que ces mécanismes ou ces sens de négativité entre les taux d'ouverture et la croissance économique passent par la faible portion ou le faible part des subventions à l'aide à l'économie que l'État dispose pour le développement de nos entreprises nationales, par exemple. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle est cette part que l'État congolais met en place pour pouvoir développer ou soutenir les entreprises locales. Parce que vous avez dit une croissance en profondeur, c'est une croissance qui s'accompagne du bien-être et consorts. Et on sait que quand on soutient les entreprises locales, on augmente la productivité, il y a la création d'emplois. Et tout ça, ce sont, n'est-ce pas, des éléments qui nous permettront d'aller petit à petit vers une croissance en profondeur. Alors, sur l'usage technologique, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il déjà par le passé des réformes qui ont été menées pour pouvoir stimuler ou bien pour pouvoir je peux dire quoi, soutenir cette vulgarisation technologique au sein de l'économie de la RDC. On sait qu'aujourd'hui, de nombreuses économies se sont développées sur le moyen de la technologie. Mais nous, sur le plan technologique, on n'est pas tellement avancé. Aujourd'hui, on recule. On a par exemple le secteur agricole qui est freiné ou qui n'arrive pas à avancer à cause de la non-usage de la technologie, tout simplement. Alors, y a-t-il déjà des réformes qui ont été déjà menées en ce sens-là pour pouvoir soutenir l'économie de la RDC? Alors, je voulais que vous nous aidiez un peu à pouvoir nous dire... Question. Oui. Vous pouvez arriver à la question, s'il vous plaît. Excusez-moi de terminer un peu ce que j'avais. Il y a aussi le temps. D'accord, merci. Je vais rapidement. Oui, pour le cas de notre économie, par exemple, est-ce qu'il y a-t-il de réformes urgentes aujourd'hui? Parce que pour réussir une croissance en profondeur, on doit mener des réformes structurelles importantes. Y a-t-il aujourd'hui de réformes urgentes que le gouvernement peut mener, qui peut nous permettre à atteindre cette croissance en profondeur? Et la petite dernière question, s'il vous plaît, veuillez nous aider, pour l'amour de Dieu, à nous citer cette banque-là qui a été en faillite en 2009. Parce qu'avec la crise de 2008, la crise financière mondiale, il y a quand même la banque qui a été à la base. Et cette banque a été connue. Pourquoi, pour le cas de la RDC, vous refusez ou vous ne voulez pas nous dire tout simplement? Parce que si on veut mener des recherches carrément, merci. On doit connaître pour... Merci.
vous avez compris que c'est une question. Il y a aussi des gens qui veulent faire des réflexions. Mais quand il y a une question directe, brève et précise pour permettre également aux professeurs de bien répondre. C'est pour la bonne marche également de notre conférence. Il y avait 5 questions que je serai obligé de réduire à 4 parce que les 2 premières questions ont pris beaucoup plus de temps. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je suis étudiant et non catholique à Mouanta, inscrit en licence 2 école mathématique. Merci. Je remercie le professeur Mouma pour l'exposé et le professeur Matata pour la modération. Comme on nous exige une question, j'ai une question qui se scinde en 3. La première, c'est de savoir, au regard de la définition que le professeur a donnée sur la croissance en profondeur, j'ai eu un peu de difficulté, mais je voudrais que le professeur nous éclaire si la différence qu'il y a entre une croissance en profondeur et une croissance inclusive. Parce que dans la quête de l'amélioration du bien-être, les économistes sont plus d'accord sur l'approche de l'inclusivité de la croissance, mais aujourd'hui nous venons d'apprendre encore la profondeur de la croissance. Alors je voudrais qu'il puisse nous éclairer sur la différence ou bien les points de distinction entre les deux croissances. Mais par rapport à la thématique ou encore par rapport à la thérapeutique que le professeur a proposée à l'économie congolaise, il a soulevé notamment des aspects du point de vue de la qualité de l'ajustement qui doit être normalement poussé par les dépenses publiques orientées vers l'investissement, mais aussi du management de la croissance. J'étais en train d'attendre que le professeur nous parle des politiques de croissance qui vont dans le sens des réductions de pauvreté, qu'on appelle communément les politiques de croissance pauvres, mais le professeur n'a pas parlé. Je ne sais pas si c'est un aspect à négliger dans le management de la croissance parmi les formulations qu'elles avaient données. Et enfin, il y a une chose qu'il faut retenir, que vous connaissez très bien, c'est que toute pratique thérapeutique doit trouver ses racines et sa source dans l'analyse épistémologique de l'évolution des sciences économiques qui vont venir. Alors, en 2002, un des économistes reconnus, Stiglitz, a formulé une critique par rapport aux politiques d'ajustement organisées par le FMI, notamment avec les pays. Il s'est basé sur la crise russe et la transition asiatique pour financer et ainsi de suite. Ne pensez-vous pas que cette crise ou bien cette critique peut être un des éléments qui fait en sorte que cette politique d'ajustement tant budgétaire que monétaire ne réalise pas ses attentes ou bien ses objectifs pour les pays sud-africains? C'est vrai que les indicateurs macroéconomiques sont restés stables de 2002 à 2018, mais vous savez vous-même soulever que les effets sur le point de vue économique et social n'ont pas été escomptés. Alors, que pensez-vous de cette... que pouvez-vous dire à partir de cette critique de Joseph Stiglitz sur la portée économique congolaise? Donc, voilà un peu où se tenir. Je voulais savoir si vous pouvez nous proposer quelle serait l'urgence, quels seraient les choix qui vont porter entre l'ajustement structurel, les positions structurelles et l'urgence humanitaire. Merci, très bien. L'urgence humanitaire et l'ajustement structurel, quel serait les rapports entre les deux? Merci beaucoup. On va prendre la dernière question de l'autre côté. Je rappelle, soyez bref, soyez précis. C'est aussi ça, être scientifique. Merci. Merci. Je suis Alain Bafé, licencié en sciences économiques, option économie humanitaire. Merci au professeur Mbonga pour l'exposé. J'ai quelques questions concernant la qualité de l'ajustement. Parce que la politique budgétaire et l'ajustement des finances publiques pose beaucoup de questions, ce qui fait d'ailleurs l'objet de débat de ce jour. Alors, pour être bien ciblée et comprise de cette notion, j'aimerais poser quelques questions. Quand faut-il mettre en œuvre l'ajustement budgétaire?
comment ils mettent, comment faut-il évaluer la position budgétaire, comment assurer la réussite de cet ajustement budgétaire, comment mettre en œuvre l'ajustement budgétaire et enfin, comment les institutions peuvent-elles appuyer l'ajustement budgétaire. Merci. Merci pour une fois. Merci, nous allons passer. Applaudissez quand même pour notre invité. Nous allons passer la parole au professeur Vincent Boba qui va répondre aux 4 premières questions. Merci beaucoup pour les questions qui montrent très bien quelles sont les préoccupations légitimes qu'expriment les uns et les autres. J'ai fait, pratiquement, quand je vois les 4 questions, elles se recoupent un peu. Mais commençons par la première question posée par le DG Tombola. Comment concilier la croissance en profondeur avec l'ajustement des qualités? Bien, nous savons qu'en matière d'ajustement économique, l'ajustement budgétaire joue un rôle crucial, voire déterminant, pour répondre déjà à Bafé. Mais maintenant, dans cet ajustement budgétaire, souvent ce qu'on oublie, l'ajustement budgétaire ne signifie pas seulement l'ajustement de la dépense publique, mais cela signifie aussi, surtout, l'ajustement au niveau des recettes, donc la mobilisation efficiente des recettes. Souvent, la plupart des programmes budgétaires ont échoué parce que l'accent a été plus mis sur l'ajustement de la dépense. Et souvent d'ailleurs, cet ajustement de la dépense publique prenait la forme soit d'austérité. Donc l'austérité, c'est lorsqu'on procède à des coupes sombres de certaines dépenses. Dans le cas de la RDC, je me souviens, nous à l'époque quand on était étudiants, on avait encore la bourse. Je crois que nous étions les derniers. C'est nous qui avons connu la coupe sombre de cette bourse. Bon. Donc là, il y a ajustement austérité, mais l'ajustement peut prendre aussi la forme de rigueur. Donc un suivi scrupuleux de la dépense et de ses implications. Mais cela ne suffit pas. Pour faire respirer, comme on dit, l'économie par rapport à l'ajustement, il faudrait aussi voir de l'autre côté, du côté de la recette. Donc faire en sorte que le poids de l'ajustement ne soit pas seulement supporté par les règlements de la dépense. Donc je crois qu'il faudrait, pour qu'on arrive à un ajustement de qualité, un ajustement qui soit supportable, que les deux éléments de la politique budgétaire soient effectivement convoqués. Et vous remarquerez malheureusement dans la plupart des cas, dans les pays africains, vous avez à raison parlé de la pression fiscale, donc les rapports entre l'ensemble des prélèvements obligatoires, mais souvent en Afrique, comme les prélèvements obligatoires résultant de la sécurité sociale, entre autres, les chiffres sont souvent indisponibles, on se limite à l'ensemble des prélèvements fiscaux qu'on ramène au PIB. Vous remarquez que la pression fiscale africaine aujourd'hui est d'environ 20%, alors que la pression fiscale en Europe, quand vous prenez les pays de la zone euro, on est à environ 40% dans les pressions. Même il y a des pays qui arrivent à 50%. Et vous comprenez dès lors qu'un accent particulier aussi est mis sur la mobilisation des recettes, de manière à décharger un peu la pression qui est exercée sur la dépense publique. Donc ces deux éléments sont importants effectivement pour d'abord mobiliser cet ajustement de qualité à travers surtout l'augmentation du ratio investissement public sur les recettes fiscales. Vous êtes toujours surpris quand vous arrivez en Europe par la qualité de leurs infrastructures. Mais
mais c'est surtout lié au fait qu'un accent particulier est mis sur ces ratios-là. Cette qualité des infrastructures, ce n'est pas seulement dans les capitales, mais un peu partout. Vous allez en Espagne, par exemple, mais quand vous quittez Madrid, vous allez à Barcelone, mais vous avez l'impression que c'est comme si vous étiez encore à Madrid. Donc les mêmes infrastructures que vous trouvez à Madrid, vous les trouvez aussi à Barcelone, vous les trouvez un peu partout. Et c'est ça la clé, je crois, de l'ajustement réussi. La clé aussi qui amène à la croissance en profondeur. Alors, l'étudiant, il a été très abondant, il a beaucoup parlé, mais ce que j'ai apprécié en lui, c'est la recherche, parce qu'il a parlé de cet index justement de transformation économique qui utilise les centres africains là. Vraiment, j'apprécie, coup du chapeau, le nom. Donc, il y a quand même des étudiants qui lisent, effectivement, ce que fait les centres africains sur la transformation économique. C'est un indicateur qui est suivi chaque année par ces centres, mais la récurrence, effectivement, c'est ce que je venais de dire, c'est que ce qui plombe un peu la croissance en profondeur au niveau de l'Afrique, c'est surtout la faiblesse des investissements publics. Or, l'État, c'est le principal agent économique. Donc, là, vraiment, je vous dis coup de chapeau. Mais maintenant, dans tout ce que vous avez dit, j'ai retenu ceci. Quelles sont les externalités positives qui peuvent permettre à ce que les entreprises de taille moyenne, de petite taille, de grande dimension puissent prospérer? Par exemple, les entreprises qui sont dans le secteur du commerce extérieur en RDC. Il y a d'abord en RDC, les coûts d'entrée sont prohibitifs. Les coûts sont très élevés. Donc, les coûts d'entrée, c'est les droits de l'homme. Voilà. Et c'est ce qui explique un peu aussi la fraude. Donc, il faudrait un programme qui soit mis en place par les gouvernements pour commencer à réduire ces coûts à l'entrée sous cette fraude, mais pour de plus en plus simplifier cela. À l'époque, là j'étais encore à la Banque centrale, on était avec l'école Matata, à l'époque déjà on parlait de la facilitation au niveau du commerce extérieur. Il y avait une multitude, un amoncellement de taxes. Il fallait réduire toutes ces taxes de manière à permettre à ce que les entreprises puissent fonctionner, puissent évoluer. Mais souvent, les problèmes chez nous, une taxe, vous la supprimez aujourd'hui, 2 mois après, elle revient. Vous instaurez l'ordre opérationnel avec 4 services dans les postes douaniers, et après, il y a 20 services, aujourd'hui il y en a une vingtaine un peu de services. Donc c'est tout ça qu'il faudrait évacuer de manière à permettre à ce que nos entreprises puissent bien évoluer. Mais l'externalité positive par excellence, c'est la disponibilité de l'électricité. Sans électricité, il est difficile pour une entreprise de prospérer. Il n'y a pas de miracle à faire. Donc, retenons pour vous, il faut assouplir la surcharge fiscale en termes de taxes. Il faudrait utiliser l'électricité pour les entreprises. Comme cela, nos entreprises se trouveront plus ou moins dans la même posture que les autres entreprises avec lesquelles peut-être elles sont en concurrence. Voilà pour votre question. Alors, le troisième étudiant, croissance en profondeur, croissance inclusive. D'abord, la croissance en profondeur, pour qu'il y ait croissance en profondeur, il faut que la croissance soit d'abord durable. Ça, vous avez compris. Il ne faut pas que ce soit un épiphénomène. Aujourd'hui, il y a croissance et après, demain, on rentre dans la récession. Donc, la croissance doit être durable. Deuxième, la croissance doit être résiliente, avoir une capacité de rebondir après un choc. D'où, il ne faudrait pas faire dépendre totalement l'économie, dépendre totalement de l'extérieur.
Donc il faudrait tout simplement commencer à transformer l'économie de manière à ce que lorsqu'il y a une baisse de la demande internationale, qu'il y ait des incitants intérieurs qui puissent porter la croissance. Et troisième élément, il faut que cette croissance soit inclusive. Donc, les éléments que tu as cités là, la croissance inclusive fait partie de la croissance en profondeur. Donc une croissance en profondeur, parce qu'elle exploite à bon escient le secteur manufacturier, qu'elle s'accompagne d'une augmentation de la productivité agricole, donc avec des valeurs ajoutées plus importantes. Bien sûr, elle permettra à ce qu'une grande partie de la population soit utilisée. Donc, la croissance en profondeur est génératrice d'une croissance inclusive, mais aussi d'une croissance résiliente. Alors, l'autre question que vous avez posée, c'est l'analyse Stiglitz. Non, d'abord, ne faisons pas de la confusion. Quand je parle d'ajustement, je ne vois pas seulement les fonds monétaires. Parce qu'un pays peut mettre en place un programme autonome. Mais aujourd'hui, c'est connu qu'en matière d'ajustement à court terme, vous pouvez ou ne pas être avec les fonds monétaires, mais il y a lieu à court terme d'abord d'agir sur la demande globale. Donc il ne faudrait toujours pas voir les cercles ou l'image du fonds monétaire partout. Moi, quand je parle d'ajustement, cela peut être un ajustement qui résulte de la mise en place d'un programme autonome, ou ça peut résulter aussi de la mise en place d'un programme convenu avec les fonds monétaires. Donc, essayons un peu d'éviter ces raccourcis-là. Donc, moi, je parle d'ajustement dans toutes ces dimensions. Alors, maintenant, vous parlez de Stiglitz, tout justement. J'ai pratiquement tous les livres de Stiglitz à la maison. Ben, écoutez, Stiglitz lui a fait une critique qui était du fonds monétaire. Alors, je n'aimerais pas moi m'embarquer dans cela, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'évolutions à noter dans les politiques du fonds monétaire. Parce qu'aujourd'hui, si la plupart des pays africains ont une dette qui est acceptable, c'est parce qu'il y a entre autres ce processus PPD. Souvent, les intellectuels africains restent toujours cloisonnés dans les politiques d'ajustement structurel dépassées et périmées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions qui ont été remarquées dans les politiques suivies par cette institution, même si l'institution n'est pas parfaite. Mais il faut reconnaître cela. Alors, c'est pour vous parler de relation d'ajustement structurel et d'urgence humanitaire. Effectivement, les dernières politiques du Fonds monétaire, surtout les politiques qui visent les filets de sécurité vis-à-vis des pauvres, dans les processus PPDE, nous avons par exemple bénéficié des allègements importants d'environ 430 milliards de francs. Mais une partie, c'était, il fallait affecter ces recettes aux pauvres, éducation et puis à la santé. Ce sont les programmes du Fonds monétaire. Bien. Alors, dernière question, qualité de l'ajustement. Mais je ne vais pas bafouiller, je vous ai déjà répondu. Donc, l'ajustement budgétaire est au cœur de l'ajustement économique. Parce que les premiers agents économiques, surtout dans les pays en développement, c'est l'État. Mais quand ajustement budgétaire, très bien, c'est lorsqu'il y a crise budgétaire. Il y a crise budgétaire lorsque, par exemple, il y a un excédent de dépenses sur les recettes qui entraîne des déséquilibres au niveau de l'économie, au niveau soit du marché des biens et des services, soit au niveau du système financier, soit au niveau de la position extérieure. Et cette crise doit être résorbée. Pour être résorbée, il faut un ajustement, entre autres budgétaire. Bon, maintenant, comment mener cela?
effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de l'importance de la pédagogie des mesures. Parce que pour faire participer la population dans une politique d'ajustement, il faudrait que cette population en comprenne les biens fondés, d'où la pédagogie devient de plus en plus importante. Mais il y a lieu de retenir, il ne suffit pas seulement de parler de pédagogie, mais il faudrait aussi que la population se rende compte au bout d'un temps que ces mesures ont commencé à porter des fruits et que ces mesures se traduisent déjà par une certaine requalification de leurs conditions de vie. Donc, pédagogie, oui, mais il faut aussi susciter l'adhésion de la population à cette politique. Et pour qu'il y ait adhésion, la population doit commencer à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui bouge dans leur vécu quotidien. Donc voilà, j'ai brossé rapidement les réponses à donner à toutes ces interrogations qui sont vraiment légitimes. Mais maintenant, est-ce que l'ajustement est-il permanent? Le premier Matata avait se poser cette question. Non, l'ajustement n'est pas permanent comme il faudrait se dire, même si dans une économie il y a toujours des déséquilibres qui peuvent apparaître. Mais ce qui est important surtout, que lorsqu'il y a ajustement, il faudrait qu'on sente que cet ajustement amène à une certaine à des changements au niveau du vécu quotidien. Donc, c'est pourquoi l'ajustement devrait s'accompagner d'une grande pédagogie, mais devrait aussi susciter l'adhésion à travers les mesures qui sont prises par les décideurs. Voilà, je m'arrête d'abord là, parce qu'il y aura d'autres questions peut-être où il faudrait préciser encore les débats. Merci. Merci beaucoup, professeur Vincent Morin. Je rappelle que l'intégralité de l'exposé du professeur vous sera distribuée tout à l'heure. Le service est en train de polycopier ce document pour vous distribuer tout à l'heure. Nous allons passer à la deuxième série de questions. Je rappelle une fois de plus, vous vous présentez, vous posez votre question. Soyez bref, soyez direct, soyez précis. Si c'est une réflexion, vous pouvez aussi faire votre réflexion. Cela est également permis. Deuxième série de questions. Il y a 2 micros dans la salle. Une dame. Merci pour l'octroi de la parole. Je me présente, je suis Tansia Chikouti, étudiante en première année, licence droit économique. Je ne me connais pas vraiment en matière économique, mais à vous entendre, et selon la définition que vous avez donnée du terme ajustement, vous avez aussi dit que ça visait la stabilisation du cadre macroéconomique. Alors, à un certain moment, vous avez dit qu'il fallait aussi marteler ou mettre un accent sur les investissements publics pour arriver à l'ajustement. Et c'est à ce niveau que je suis plus préoccupée. Parce que la RDC, depuis un moment, a adopté la politique du libéralisme économique. Et nous savons que depuis 2008, il y a eu une série de lois qui ont été prises pour libéraliser l'économie et même des entreprises qui ont été privatisées. Alors, si vous proposez à ce que nous puissions encore marteler sur l'investissement privé, est-ce que cela ne serait pas une manière pour nous de reculer vers une politique que nous avons abandonnée? Parce que moi j'estime que l'investissement public n'a pas réussi en RDC. Alors, d'après moi, je trouve qu'il faut plus laisser au privé d'investir, laisser le marché au privé. Et l'État doit plus jouer le rôle de régulateur, peut-être, au lieu de retourner encore d'où nous venons. Je ne sais pas quelle est votre position par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Je me nomme Christian Kaïwa, étudiant en L2 économie monétaire. Vous m'excuserez, je sauterai les formules d'introduction pour aller plus vite, vu que j'ai 4 questions, très brèves. La première,
à vous entendre parler, vous êtes un fervent défenseur de la diversification de l'économie. Alors moi, j'aimerais vous demander, par rapport à la théorie de Ricardo sur les avantages comparatifs, où il prend la spécification, qui prône que voilà, les États doivent se spécialiser justement dans les biens où ils ont un avantage comparatif. Alors moi, j'aimerais savoir quel est le poids que vous accordez à cette théorie par rapport à la diversification que vous prenez. Ma deuxième question, vous avez parlé justement de ce problème-là du ratio investissement productif qui est très faible des investissements publics. Alors, moi j'aimerais savoir quel est le poids que vous accordez au caractère juridique. Parce que je pense que si on mettait des lois qui contraignaient par exemple les gouvernements à peut-être limiter la taille du gouvernement, ça obligerait justement de ne pas avoir des dépenses improductives et excessives, ou peut-être des lois qui obligeraient le gouvernement à respecter le ratio. Bref, moi j'aimerais savoir quelle est votre position. Quel poids vous donnez au caractère juridique pour tous les problèmes que vous avez évoqués. Ma troisième question, quel est le poids que vous donnez à l'éducation? Très clair, quel est le poids que vous donnez à la gratuité de l'enseignement? Parce que vous avez évoqué justement ce problème-là des dépenses productives. Quel est le poids que vous donnez justement à l'éducation dans cette quête de croissance profonde? Et ma toute dernière question, vous avez parlé, enfin c'est en rapport avec la théorie des cycles économiques qui dit que voilà, l'activité économique est une succession d'expansion, pic, récession, creux. Alors, étant donné que nous avons passé depuis 2002 une longue série de croissance, il y a le coronavirus. En tant qu'économiste, professeur, j'aimerais savoir si on doit craindre une période de récession qui s'annonce. Merci pour la parole. Merci. Le micro circule très rapidement. Bonjour, je me nomme Elie Chilabou, étudiant en deuxième année licence en finance. Comme les prédécesseurs, je vais sauter les formules introductives, je vais directement aller à la question. Lorsque vous avez parlé du piège de l'ajustement, vous avez évoqué deux variables essentielles, la qualité de l'ajustement et le management de la croissance. En ce qui concerne la qualité de l'ajustement, en parlant de la qualité, on sous-entend indirectement la gestion de variables qualitatives. Alors, puisque nous sommes en train de parler de croissance, la gestion de variables qualitatives nous ramène un peu à la notion de développement, puisque la croissance en soi s'intéresse plus essentiellement sur les variables quantitatives. Alors, j'aimerais savoir si la notion de croissance en profondeur devrait être assimilée à la notion de développement économique pour faire plus précis. Et en ce qui concerne le management de la croissance, vous avez évoqué tout à l'heure l'évolution en sens inverse du secteur agricole par rapport à l'évolution du taux de croissance. Puisque l'économie peut être subdivisée en trois secteurs, est-ce qu'il serait nécessaire que ces secteurs puissent évoluer dans le même sens que la croissance évolue, si le pays peut réduire ces secteurs pour se spécialiser dans les deux autres secteurs, tout en sachant que l'une des variables ou des éléments qu'on utilise aussi pour caractériser un pays en développement, c'est le nombre de la population active qui est affectée au secteur agricole. Si, avec le processus de développement, cette partie de la population active qui est affectée au secteur agricole s'est réduite, je pense que l'activité du secteur agricole s'est réduite également pour bénéfice des autres secteurs. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à l'économie congolaise ou c'est généralement une condition, s'il y a trop de croissance, que les secteurs agricoles puissent également évoluer dans le même sens. Voilà mes deux questions. Merci. Quatrième question. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Idingarabo, chercheur en sciences économiques. Je vais poser une question sur les sujets, le piège de l'ajustement sans croissance en profondeur. Et pour moi, je considère ça comme une question de rappel. Je vais répondre sur la question du professeur Matata. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en programme avec les FMI
la question que je voulais poser, parce que je pense que ce sujet n'est pas choisi au hasard, la question que j'aimerais poser est celle de savoir, est-ce que, monsieur le professeur, vous avez essayé de lire les recommandations du FMI par rapport au gouvernement congolais, et si vous pouvez essayer de nous dire dans les recommandations, il y a des pièges ou pas? Et est-ce que la RDC peut sortir gagnant par rapport à ces programmes que l'FMI a mis en place? Merci. Merci, on va prendre la dernière question. J'aurais voulu que ce soit une dame, mais c'est un monsieur qui prend la parole. Merci pour la parole. Je reprends le nom de Caleb Moukati, je suis économiste. J'ai une question beaucoup plus précise. Je voulais savoir, de manière concrète, face à tous les défis que nous avons pour notre pays, il se pose un problème en termes de recettes pour pouvoir financer tout ce que nous avons comme programme, projet de développement. Tout ce dont on a parlé, gratuité de l'enseignement, investissement public et tout ça, il y a un problème majeur en termes de recettes publiques à mobiliser. Ma question s'adresse principalement au professeur Ngoga, en tant que directeur de cabinet du ministère des Finances. Quelles sont les mesures concrètes prises pour relever les niveaux des recettes, pour faire face aux dépenses d'investissement nécessaires? Merci beaucoup. C'était la deuxième et dernière série de questions. Nous allons permettre au professeur Vincent Ngoga de répondre à toutes vos préoccupations. Et juste après, le professeur Matata Mponu reprendra la parole pour conclure, mais également dire un mot sur la qualité du débat de ce jour. Je laisse donc la parole au professeur Vincent Ngoga. Merci beaucoup pour la parole. Commençons par l'étudiante à la faculté des droits. Bon, il y a des circonstances atténuantes pour elle. Elle n'est pas dans les sciences économiques. Madame, les débats sur le libéralisme, sur quoi le communisme est déjà révolu. Révolu vraiment. Révolu. Actuellement, après la chute de la Russie, donc avec la perestroïka, il est resté seulement, disons, des économies de marché. Bien, donc c'est une question révolue. Mais maintenant, la meilleure régulation pour une croissance en profondeur, c'est surtout bâtir une plateforme d'infrastructure pour l'État. Parce que les privés, ce n'est pas les privés qui vont créer des infrastructures, c'est toutes les infrastructures publiques. Non, non. Vous n'avez pas demandé aux privés, par exemple, de s'occuper des infrastructures, par exemple, énergétiques. Donc l'État a toujours sa place. Je ne suis pas fervent de la diversification économique. La diversification économique s'impose à nous. Tous les pays qui se sont développés ont commencé par diversifier leur économie. Tout justement pour tout simplement savoir comment faire face à certains retournements de la conjoncture. Surtout si le choc est un choc extérieur. Donc il faut diversifier l'économie, savoir comment retomber sur ses bons pieds lorsqu'il y a un choc, surtout exogène. Donc il n'y a pas de dire je suis fervent ou non. Non, elle s'impose à nous. Donc la diversification économique. C'est un peu ne pas mettre les œufs dans le même panier. C'est un peu ça. Donc vous avez plusieurs paniers, vous dites, on ne sait jamais. Alors, vous avez parlé, oui, règles budgétaires, oui, ça, pas de loi, mais des règles budgétaires. Mais entre les nations, entre les États, ce sont des conventions. Par exemple, quand on parle des ratios, dépenses d'investissement public sur recettes fiscales, qui doit être au moins à 25%, ça dans le cadre de la convergence économique africaine vers la création de la monnaie unique, c'est tout simplement une convention. Bon, ce n'est pas une loi, mais c'est une convention qui s'adresse à toutes les parties qui ont adhéré à la convention. Donc, c'est que les parties sont conscientes que si elles n'arrivent pas à réaliser ces ratios,
l'atteinte de l'objectif ultime, la monnaie unique, sera problématique. Mais effectivement, ça, on appelle aujourd'hui des règles budgétaires. Et ce sont des règles qui s'imposent à toutes les parties prenantes. Et dans le cadre de la coopération africaine, les pays qui n'arriveront pas à atteindre un certain nombre de critères seront exclus tout simplement de ces mouvements vers la création de l'Union monétaire africaine. Voilà un peu la sanction implicite. Alors, vous avez coronavirus, c'est ça, ce sont les chocs exogènes, tout justement. Aujourd'hui, avec ce drame qui se vit en Chine, la demande de la Chine, la croissance de la Chine est en train de ralentir. Or, la Chine, c'est l'un des partenaires aujourd'hui très importants de la RDC. Cela peut avoir des incidences sur notre croissance, des incidences négatives. Donc, c'est pourquoi il faudrait tout justement essayer toujours de développer la dynamique interne de la croissance, permettre à ce que lorsqu'il y a de tels aléas, que nous ayons des ressorts internes efficaces pour toujours maintenir notre croissance. Et c'est là le problème, donc notre fragilité, notre vulnérabilité par rapport à certains chocs internes qui expliquent d'ailleurs ce que j'ai dit. L'instabilité des onomatopées. Lorsque la croissance de la demande internationale augmente, il y a comme réponse une augmentation de notre croissance. Et lorsque la demande internationale, dont aujourd'hui l'une des têtes des pompes, c'est la croissance chinoise baisse, donc on voit aussi que la croissance en Église ralentit. Donc il faut tout justement tendre vers la croissance en profondeur pour mettre un terme à de telles situations. Alors, oui, l'étudiant qui a parlé des pièges de l'ajustement, il est revenu sur les deux éléments que j'ai cités, qualité de l'ajustement et management de la croissance. Mais là où il a posé une question importante, effectivement, dans la transformation structurelle, lorsque la productivité manufacturière augmente, on remarque que la main-d'œuvre qui était dans l'agriculture se transforme vers le secteur manufacturier. C'est ça la transformation structurelle. On la mesure entre autres par rapport à ce passage d'une bonne partie de la main-d'œuvre agricole vers le secteur manufacturier. C'est une très bonne chose. C'est un des indicateurs tout justement de la transformation structurelle. Donc dans la plupart des travaux aujourd'hui, on mesure la transformation structurelle à travers cette transition d'une main-d'œuvre qui était dans l'agriculture vers le secteur manufacturier qui arrive maintenant à occuper une grande partie de la main-d'œuvre. Mais là, il faudrait dire que la main-d'œuvre aussi soit qualifiée. Parce que l'industrie exige un certain nombre de qualifications. Alors, je n'aime pas souvent revenir sur ces débats éculés sur les programmes du Fonds monétaire. Ce sont des débats vraiment dépassés, éculés, surannés. Le problème de fond aujourd'hui, c'est notre capacité nous-mêmes à gérer notre économie. Les programmes du fonds n'est qu'un appendice, parce que vous remarquez que les programmes du fonds, c'est un programme de court terme, c'est un programme financier, qu'on s'entend une fois pour toutes. Donc il ne touche pas aux autres aspects de l'économie. Par exemple, les programmes du fonds ne s'intéressent pas, par exemple, à l'augmentation de la desserte en électricité ou en eau. Donc c'est un programme financier. Cela ne doit pas nous galvaniser outre mesure. Surtout que nous savons dans ces pays, il y a maintenant des capacités en matière de stabilisation économique. Le premier mandat est là, c'est une capacité en matière de stabilisation économique. Moi-même, je suis une capacité. Nous sommes une génération où nous savons comment on peut ajuster le budget, comment on peut ajuster la politique budgétaire.
Donc ceci n'est plus un problème qui devrait se poser. Le problème aujourd'hui pour nous, comment créer des capacités en matière de croissance en profondeur. Peut-être c'est la même capacité en matière de stabilisation macroéconomique, on en a. Les pauvres pour nous, c'est une capacité en matière de stabilisation macroéconomique. Ce n'est plus un problème ça. C'est un problème réglé en RDC. Il faut plus songer maintenant comment orienter nos étudiants vers les problèmes de croissance en profondeur. Comment créer des capacités en matière de croissance en profondeur. Je crois que c'est cela qui vaut la peine aujourd'hui. Alors il ne faudrait toujours pas continuer à magnifier les fonds monétaires comme s'il n'y avait pas. Je ne voulais pas évoquer l'épisode de 2012 à 2015, parce que là c'est le premier mandat qui était Premier ministre, mais il faut lire les statistiques. Vous remarquerez, Tombol a un peu dit, au cours de cette période, les ratios investissement public sur recette fiscale a augmenté substantiellement. En moyenne, on est passé d'une moyenne de 8% pour atteindre environ 14%. Et cela s'est accompagné de la croissance. On dit, ah oui, il y avait aussi la croissance, la demande internationale. Mais lorsque les cours ont commencé à baisser, on a toujours maintenu les taux de croissance à 7%. Donc il y a eu cette compensation qui s'est faite. Il y a eu un frémissement de la croissance internationale qui pouvait augurer d'une baisse de la croissance interne, mais parce qu'il y avait des leviers internes à travers les taux d'investissement public, la croissance s'est maintenue pendant cette période à environ 7%. Donc, je crois que c'est cela. Aujourd'hui, on peut les faire. C'est possible de les faire. Et un étudiant a posé une question très importante. Il a dit, mais à côté du taux d'investissement public, n'y a-t-il pas d'autres éléments à ajouter? Effectivement, il y a les éléments sur la gouvernance, sur la qualité des institutions, mais aussi la compétence du dirigeant. Ça, ce sont des éléments aujourd'hui qui sont très, très importants pour piloter la croissance vers une croissance en profondeur. Il faut connaître d'abord les tenants et les aboutissants du problème. Quand vous ne connaissez pas, voilà. On parle de croissance en profondeur et l'électricité est partie. Vous avez compris, ça ce sont des externalités négatives. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore qu'on démontre? Donc, je crois que sans... Oui. Je crois que sans prise en compte des éléments internes qui créent ce qu'on appelle les externalités positives, on ne peut pas s'attendre à une croissance en profondeur. Donc j'ai cité tous ces éléments, mais il y a aussi un élément important, c'est le capital humain. Donc les compétences du capital humain sont aussi des éléments importants pour une croissance en profondeur. Ça va? Voilà, l'électricité nous a faussé compagnie et vous avez compris. C'est quoi la croissance en profondeur? Il faut avoir aussi la maîtrise de certains éléments, entre autres l'électricité. Bien. Alors, dernier point, mobilisation des recettes, les mesures concrètes. C'est un étudiant là, c'est très bien. Moi, je t'envoie tout simplement à la loi des finances 2020. Il y a une longue liste de mesures qui ont été évoquées. Faudrait-il maintenant les mettre en pratique, les mettre en œuvre? Mais je peux vous citer une des mesures concrètes qui peut nous aider tout justement à s'approcher de l'objectif des recettes. C'est la mise en place de ce qu'on appelle la chaîne de la recette. Cette mesure-là, si elle est prise effectivement, peut nous aider d'abord à réduire ce que nous appelons les fuites des recettes. Vous l'avez coulage des recettes, les pertes des recettes. Je donne un exemple d'abord au niveau de la DGRAD. Il y aura aujourd'hui des passerelles informatiques entre les services d'assiette
qui procède à la constatation et à la liquidation des recettes administratives domaniales et domaniales avec la DGRAD qui, elle, fait l'ordonnancement et le recouvrement de ces recettes. Parce que, jusque-là, comme il n'y avait pas un interfaçage informatique et tout se faisait manuellement, il y avait beaucoup de fuites. De la constatation à la liquidation, de la liquidation à l'ordonnancement, de l'ordonnancement au recouvrement. Cela réduirait les fuites. Ça, je parle de la DGA. Prenons maintenant au niveau de la DGI. Jusque-là, nous savons qu'il y a un problème de 3 systèmes informatiques qui ne se recoupent pas au niveau de la DGI. Lorsqu'on pourra procéder à l'interfaçage de ces systèmes, de 3 systèmes, je crois que nous pourrons, il faut encore se mettre debout, parce que comme nous n'avons pas la maîtrise de la technologie, bien. Donc là, il faudrait aussi procéder à l'interfaçage de 3 systèmes informatiques de la DGI. Au niveau de la DGDA, il n'y a pas beaucoup de problèmes, c'est informatisé, le système fonctionne. Mais maintenant, l'objectif avec la chaîne de la recette, arriver à l'interfaçage des systèmes de 3 régies qui permettrait maintenant au ministre des Finances à tout instant de savoir quel est le niveau des recettes atteint au niveau des 3 régies, le niveau global de ces recettes. Je crois que cela réduirait beaucoup les fuites des recettes, beaucoup. Mais faudrait-il maintenant qu'il ait un suivi? Ça, c'est une réforme très importante. Déjà, il y a des avancées au niveau de l'interfaçage entre les services d'assiette et la DGRAD. D'ici à fin juin, ce serait terminé. Il faudrait maintenant régler l'interfaçage au niveau des 3 systèmes informatiques de la DGI. C'est prévu d'ici à fin octobre, disons à fin septembre. Si nous arrivons effectivement à mettre en place cette chaîne de la recette, cela nous permettrait d'augmenter substantiellement nos recettes. Mais je l'ai évoqué aussi, à part cela, il y a aussi des mesures spécifiques à prendre, entre autres, réduire les coûts d'entrée. Les coûts d'entrée, quand vous posez des questions aux opérateurs économiques, ils vous diront que les coûts d'entrée en RDC sont très exorbitants par rapport à ceux pratiqués par nos voisins. Donc c'est ce qui fait que le gros de nos marchandises entrent par la fraude. Donc il faudrait là aussi des efforts à faire. Je ne vais pas moi commencer à citer la mosaïque des mesures, mais déjà ces 2 principales mesures, si elles sont prises, suivies effectivement, je crois que ça peut déjà remonter les niveaux et de substantiellement de nos recettes. Donc voilà, pour l'essentiel, les réponses que j'avais à réserver à toutes vos interrogations sur d'abord les liens entre l'ajustement. L'ajustement, quand je parle d'ajustement, je ne vois pas derrière se profiler l'ombre du Fonds monétaire. Non. L'ajustement, nous sommes en mesure, nous-mêmes, aujourd'hui, de prendre en charge l'ajustement. Nous sommes en mesure de le prendre. Si aujourd'hui, nous sommes encore en programme avec les fonds, il s'est posé un problème surtout au niveau tout justement de la viabilité de notre position extérieure, compte tenu du niveau faible de nos réserves internationales. On pouvait assurer l'ajustement, mais il y avait maintenant un problème de financement au niveau de la balance des paiements. D'où les recours au fonds qui nous a accordé la facilité de crédit rapide de 368 millions de dollars, qui a permis à ce que notre autonomie en termes d'importation passe de 2 semaines qu'elle était avant à environ 4 semaines. C'est tout. Parce que l'autonomie en termes d'importation, c'est quoi? En termes simples. Je prends toujours l'exemple de l'Égypte. L'Égypte, avant la Révolution, avait au moins 60 mois en termes d'autonomie en importation. Donc cela voulait dire,
En Égypte, on pouvait croiser les voies de plus travailler, mais pendant 60 mois, ils pouvaient se maintenir et résister. Et lorsqu'il y a eu révolution tout justement, qui a fait partir l'ancien président, cela a perturbé l'activité économique, mais l'Égypte s'est maintenue grâce à ses réserves. Mais le niveau d'autonomie est passé de 60 mois à environ 14 mois. Voilà, c'est ça l'importance. Mais quand vous avez une semaine, vous comprenez. Une semaine, vous comprenez de quoi. Donc vous résistez pendant une semaine, après vous levez les drapeaux blancs. Voilà, c'est pourquoi on a dû nécessairement recourir au Fonds monétaire, mais le Fonds monétaire a une conditionnalité. Vous venez, vous voulez avoir l'air crédit, ils vont vous dire non, moyennant, il faut quand même un ajustement. C'est tout simplement cela. Donc, que les générations futures ou que les générations présentes ne s'offusquent pas outre mesure, comme c'était le cas chez nous à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore de capacité nationale en matière de stabilisation sur les rôles du fonds. Donc, je crois que ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un débat éculé. Il faut maintenant surtout réfléchir en termes de croissance en profondeur. Quelle base, quelle plateforme d'infrastructure il faut pour la RDC pour qu'elle arrive à domestiquer cette croissance en profondeur en permettant l'augmentation de la productivité manufacturière, l'augmentation de la productivité agricole, mais surtout le début de la diversification économique et la compétitivité des exportations. Je n'ai pas aussi voulu parler avec l'étudiant parce que dans la compétitivité des exportations, il y a entre autres le taux d'échange effectif réel qui doit être soutenable. Tel n'est pas le cas pour la RDC. Voilà donc, en résumé, ce que j'avais comme réponse à donner à vos questions. C'est un débat de fond. Le débat ne se terminera pas ici, mais il faudrait maintenant surtout espérer que les étudiants, que l'opinion se portera de plus en plus vers ces problèmes de croissance en profondeur. Parce que comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est globalement réglé le problème de la stabilisation économique. Je ne crois pas que dans ce pays, à moins que toute cette génération-là disparaisse d'un coup de bâton magique, qu'on atteindra encore de l'inflation qu'on a connue dans les années 90 de 9000%. À moins que cette génération disparaisse corps et bien, alors là, je ne pense plus. Je ne pense plus que, parce qu'il y a transmission quand même de connaissances, il y a une transmission générationnelle qui s'est faite. Aujourd'hui, plus de problèmes se posent en termes de croissance en profondeur, qui n'est pas à confondre avec le développement. Le développement, ça, c'est la finalité de toutes les politiques. La croissance en profondeur n'est que moyen qui permet tout justement la réalisation du développement. Parce qu'un étudiant aussi l'a fait poser. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Vincent Mbonga. Nous arrivons à la fin de notre cérémonie, dans cette conférence, avec le thème piège de l'ajustement sans croissance en profondeur, cas de la République démocratique du Congo, animé conjointement par le professeur Vincent Mbonga et le professeur Martin Pognon, à qui nous donnons une fois de plus la parole pour conclure, mais également dire un mot sur la qualité des débats. On a vu des étudiants de plus en plus intéressés. Voilà, nous vous accordons la parole. Bien, encore une fois, nous voulons dire au professeur Mbonga pour non seulement la qualité de son exposé, mais aussi la qualité des réponses aux pertinentes questions qui ont été posées par l'ensemble des participants dans cette salle. Cette question est d'une importance capitale parce qu'elle permet à la jeunesse, dont on dit quel est l'avenir de ce pays, mais qui, en résumé, est le présent de ce pays, de comprendre le bien fondé. Pour ceux qui suivent les cours de politique économique avec moi, quelle est l'importance des politiques macroéconomiques
comparé aux politiques structurelles. Et je pense que le professeur Ngonga, en résumé, il a parlé d'une part de l'ajustement qui concerne les politiques macroéconomiques et il a parlé de l'autre côté de la croissance en profondeur qui concerne essentiellement les politiques structurelles. Et les deux vont de pair. Et il y a quelqu'un qui a parlé des coronavirus dans la salle, mais nous sommes aussi très très fiers d'avoir dans la salle un représentant de l'ambassade de Chine. Ah oui, mettez-vous debout comme ça on vous voit. Voilà. Voilà. Et la Chine, c'est un modèle d'une transformation économique. C'est un modèle d'une croissance à profondeur. La Chine, il y a une question qui a été soulevée entre capitalisme, libéralisme et communisme. Le professeur Ngonga a dit que c'est un débat dépassé. Parce qu'en réalité, que vous soyez communiste, que vous soyez socialiste, que vous soyez capitaliste, aujourd'hui, la Chine, qui n'est pas capitaliste du type occidental, la Chine c'est la deuxième puissance économique de ce monde. Et il y a même un journaliste qui a dit, lorsque la Chine tousse, les États-Unis tremblent. C'est pour vous dire que d'ici 2050, la véritable puissance économique ne sera du type classique occidental, mais ce sera la Chine. La croissance en profondeur. Parce que justement la Chine a tablé sur la transformation de son économie, sur l'industrialisation de son économie, sur la haute technologie. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la plus grande entreprise en haute technologie, c'est Huawei. Et qui fait trembler les capitalistes. Donc, c'est un sujet important, chers amis, pour vous qui allez diriger ces pays demain. L'ajustement, la croissance en profondeur. Les deux termes sont au centre même du débat de la conduite d'un pays. Le Fonds monétaire, c'est vrai, le professeur Ngonga a dit, c'est un débat dépassé. Mais nous sommes dans un programme avec le Fonds monétaire. Le plus important, c'est de savoir, est-ce que cet épisode de mariage circonstanciel entre le Fonds et la RDC, cette circonstance permet-elle un ajustement des qualités? Permet-elle un management des qualités? Permet-elle en réalité, professeur, peut-être c'est ça le bas de la question, permet-elle une croissance à profondeur? Toute la problématique est là, et là je vous signale que nous sommes en train de travailler sur un article qui va sortir sur la revue Congo Challenge, sur la problématique des programmes entre le Fonds monétaire et la RDC. Ça fait près de 15 programmes d'assistance que nous avons enregistrés depuis 1967. La plupart d'entre vous, je parle des étudiants, n'étaient même pas encore nés. Mais avons-nous eu une croissance à profondeur? Ça, c'est une question qui peut être débattue lors de la sortie de cette revue. Mais en résumé, je pense que c'était une conférence très très enrichissante. Encore une fois, merci vraiment au professeur pour la qualité de cet exposé, de cet envolé oratoire. Merci pour les étudiants qui ont vraiment saisi la portée de cette question. Et je crois que les conférences qui vont suivre au mois de mars, en avril, en mai, en juin, vont nous permettre effectivement d'aborder avec toute la fierté possible et scientifique la dimension recherche, la dimension réflexion de l'université au-delà de la dimension enseignement. Encore une fois, merci à tout le monde et je remercie pour le secrétaire général académique d'avoir été avec nous et je lui repasse la parole. Merci. Merci beaucoup. Bien, nous allons terminer par deux mots qui vont être merci, rendez-vous, mais avant d'y arriver, laissez-moi
dire que l'UPC a cette particularité d'avoir à sa tête un pasteur, mais aussi un médecin. Alors, une boutade pour terminer, le professeur Ngonga a parlé de l'habituation à cet ajustement sans croissance en profondeur. Avec l'accommodation, on finit par un rhumatisme articulaire. Mais je lui dis que le rhumatisme articulaire chronique, non traité, qui perdure, aboutit à ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire chronique ankylosant. Et donc, il n'y a plus rien à faire. J'espère qu'on ne va pas y arriver. Alors donc, un grand merci au professeur Matata pour ses partenariats UPC Congo Challenge. Un grand merci pour votre sortie autrement remarquable, professeur Vincent Ngonga. Et merci à vous tous pour votre participation active. Alors, rendez-vous est pris pour le mois prochain, toujours pour capaciter, équiper les dirigeants d'aujourd'hui et de demain pour le développement de notre pays. Encore merci. Alors, je vais inviter, nous sommes dans une université protestante chrétienne, mon assistante, professeur Landou, pour une petite prière là. Nous vous invitons à vous détenir debout, s'il vous plaît. Grand Dieu, nous te disons merci pour cette matinée scientifique, combien enrichissante, pour chacun de nous, chacune de nous qui a participé à cette réflexion pour se mettre en pratique ce que nous venons d'écouter. Bénis les outils que tu t'es choisis pour nous parler et ce qui demeure comme étant une difficulté, un défi à relever. Maintenant que nous voulons sortir de cette salle, nous te prions, Père de gloire, de nous rendre aptes à tout défi qui nous attend, car le monde attend de nous un signe pour la gloire de ton nom. Esprit Saint, éclaire-nous. Amen. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir pris part à cette conférence qui prend fin. Le protocole va conduire les orateurs, mais également les invités vers la pelouse là où va se tenir le cocktail. Et pour la suite, pour récupérer justement le document de l'exposé du professeur Vincent Ngonga, M. Boni, qui est le chef du protocole, va mettre ce document. Merci et le rendez-vous est pris dans